Bonjour à tous. Donc nous sommes le 26 janvier 2018. C'est dans le cadre donc, de Philopop, Association populaire de philosophie du Havre, au studio des Bulles-Zicourt, que je consacre aujourd'hui une séance à l'analyse que fait Montesquieu du despotisme dans l'esprit des lois, ouvrage paru pour la première fois en 1748. Alors le thème de la séance sera exactement le suivant: du despotisme selon Montesquieu au totalitarisme selon Hannah Arendt. Alors c'est une séance un peu particulière puisqu'elle a lieu sans vous, sans public, mais je ferai comme si vous étiez là, devant moi. Alors qu'après avoir lu l'ensemble des deux premiers tomes, Les origines du totalitarisme, et que nous entamons la lecture du troisième, Le système totalitaire, il me paraît utile de vous permettre de comprendre pourquoi Hannah Arendt a besoin de s'appuyer sur la référence à Montesquieu, notamment à la fin du troisième tome. Elle a besoin de cette référence au moment même où elle élabore le concept de totalitarisme, qu'elle tient précisément à distinguer de celui de despotisme. Alors, pour simplifier les choses et pour que vous puissiez bien écouter et repérer les étapes de mon propos, eh bien, justement, je vais procéder en 5 étapes. Alors, comme d'habitude, vous pourrez aussi mieux saisir mon propos en vous référant au plan qui accompagnera la vidéoconférence. Dans un premier temps, je vous montrerai que le concept de despotisme est une invention de Montesquieu. Par là, il se démarque de toute une tradition qui utilisait le terme de tyrannie. Et nous verrons qu'il ne s'agit pas simplement ici d'une querelle de mots. Dans une deuxième partie, nous verrons pourquoi le gouvernement despotique doit être considéré comme le pire des gouvernements. Dans la troisième partie, nous examinerons ce type de gouvernement en étudiant sa nature, puis son principe. Et ici, je m'expliquerai sur les notions qui sont utilisées par Montesquieu, la nature et principe. Dans la quatrième partie, nous verrons que par-delà l'existence même des gouvernements despotiques, on peut parler du despotisme comme d'une tendance qui menace de l'intérieur tous les gouvernements. Et enfin, dans la cinquième et dernière partie, j'aborderai les raisons pour lesquelles la référence à Montesquieu est nécessaire à Hannah Arendt pour élaborer le concept de totalitarisme. Alors dans les faits, je parlerai aujourd'hui beaucoup plus longuement de Montesquieu que de Hannah Arendt. Dans nos prochaines séances de Philopop, en public évidemment, nous aurons plus de temps pour comprendre la démarche d'Hannah Arendt dans le système totalitaire. Donc j'en viens d'abord à Montesquieu. Alors avant Montesquieu, aucun penseur politique n'a jamais parlé du gouvernement despotique. Jamais même aucun penseur n'aurait osé parler d'un gouvernement despotique au sens d'un gouvernement politique. C'est là indiscutablement la nouveauté de Montesquieu. Avant lui, on expliquait comment un gouvernement peut dévier, se corrompre, dégénérer, et c'est ainsi que Platon et Aristote abordaient la tyrannie. Alors si Montesquieu ne reprend pas simplement le terme de tyrannie, mais invente celui de gouvernement despotique, c'est précisément pour donner une réalité indépendante à ce mauvais gouvernement. Ce gouvernement n'est pas un gouvernement simplement corrompu, un gouvernement déchu, c'est un gouvernement à part entière. Ainsi, Montesquieu donne une figure et un nom au mal en politique. Et comme on va le voir en effet, le gouvernement despotique est un gouvernement monstrueux qui, comme l'écrit Montesquieu au chapitre 4 du livre 2, cause à la nature humaine des maux effroyables. L'examen de ce gouvernement permettra de montrer, a contrario, qu'il ne peut y avoir d'existence vraiment humaine que grâce au cadre juridique que permet l'établissement d'un gouvernement modéré. Et qu'est-ce que Montesquieu entend par là? Un gouvernement régi par des lois, ce que nous appelons tout simplement aujourd'hui un état de droit.
Donc il faut mesurer, dans un premier temps, l'invention conceptuelle de Montesquieu. Au premier chapitre du livre 2 de l'Esprit des lois, qui traite de la nature des gouvernements, Montesquieu distingue 3 espèces de gouvernement: le républicain, le monarchique, le despotique. Je cite ici un extrait de ce livre 2, le chapitre 1. Le gouvernement républicain est celui où le peuple encore, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. Le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies, au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Donc ici, il y a d'abord un premier critère très simple qui permet de distinguer les différentes espèces de gouvernement. C'est celui du nombre de ceux qui gouvernent, de ceux qui, comme dit Montesquieu, détiennent la souveraine puissance. Mais si Montesquieu ne retenait que ce critère, il n'aurait aucune raison de distinguer le gouvernement monarchique du gouvernement despotique. Il ne pourrait pas considérer ce dernier comme un gouvernement politique à part entière. Or, il y a un deuxième critère. Il s'agit de la manière de gouverner. Et ce critère va en réalité s'avérer plus important que le premier, c'est-à-dire celui du nombre. Du point de vue du nombre, le gouvernement monarchique et le gouvernement despotique sont identiques. Du point de vue de la manière de gouverner, tout les oppose. Relisons le texte de Montesquieu. La monarchie est un gouvernement où un seul gouverne par des lois fixes et établies. Quant au gouvernement despotique, c'est un gouvernement, dit-il, où un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Cette opposition n'existe pas seulement d'ailleurs entre le gouvernement despotique et le gouvernement monarchique, mais de manière plus générale entre le gouvernement despotique et les deux autres, aussi bien le monarchique que le républicain. Et ces deux derniers ont en effet pour point commun d'être des gouvernements régis par des lois. Ainsi, on peut dire de manière plus générale que le gouvernement despotique s'oppose au gouvernement modéré, qui sont les seuls, au fond, à être régis par des lois, et qui seuls peuvent véritablement être appelés des gouvernements, car vous noterez bien que le gouvernement despotique ne gouverne pas. Je cite à nouveau Montesquieu: dans le gouvernement despotique, un seul entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Il n'emploie pas le verbe gouverner. Donc si la manière de gouverner est le critère le plus important qui permet de distinguer les espèces de gouvernement, on ne peut donc pas faire du gouvernement despotique une simple perversion du gouvernement monarchique, à la manière dont les anciens considéraient la tyrannie. Et c'est vrai qu'ici, on pourrait croire qu'il n'y a pas de différence entre le gouvernement despotique et puis ce que Platon et Aristote appelaient la tyrannie. On pourrait croire que Montesquieu s'inscrit simplement dans leur filiation, qu'il procède notamment à la manière d'Aristote qui, au livre 3 des Politiques, distingue les régimes politiques en régime droit et en régime dévié. Ainsi, selon Aristote, la tyrannie est une perversion de la monarchie, comme par ailleurs l'oligarchie est une perversion de l'aristocratie. Mais précisément, Montesquieu ne parle pas de tyrannie. Il utilise, je l'ai assez dit, le terme de gouvernement, le concept de gouvernement despotique, que personne n'utilisait avant lui. Et même s'il arrive parfois à Montesquieu d'employer les termes de despotisme et de tyrannie de manière équivalente, même s'il ne fait aucun doute pour lui que le despote est un tyran, il ne confond pas ces deux termes. Or, ici, encore une fois, il ne s'agit pas d'une simple querelle de mots. Si on veut mesurer la nouveauté de l'invention du concept de gouvernement despotique, il faut rappeler que le terme de despote ne relève pas originellement du champ politique. Chez les anciens, le despote désigne le maître qui détient sur ses esclaves un pouvoir domestique. Au premier livre de ces politiques,
Aristote insiste sur la nécessité de distinguer le pouvoir politique, où un ou plusieurs citoyens commandent à d'autres citoyens, et puis le pouvoir domestique, qu'on peut appeler aussi le pouvoir despotique, où là, c'est un maître qui commande à des esclaves. Montesquieu connaît évidemment cette distinction qui est faite par Aristote. On voit donc que son audace consiste à transformer le concept de despote, qui est un concept originellement étranger au domaine politique, en un concept éminemment politique. Mais si nous approfondissons cette analyse, nous allons voir que le nouveau concept de gouvernement despotique présuppose 3 idées nouvelles qui rompent chacune avec la tradition antique de la pensée politique. La première idée, il faut d'abord considérer que le gouvernement despotique est un gouvernement qui fait violence à tous les hommes sans exception, et pas seulement à une catégorie d'hommes. Alors si Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, je le rappelle, si Aristote distingue le tyran du despote, c'est dans la mesure où le tyran exerce son pouvoir sur des hommes libres, sur des citoyens, alors que le despote exerce son pouvoir sur des hommes non libres, sur des esclaves. Alors, il arrive à Aristote parfois d'utiliser le terme de despote en lieu et place de celui de tyran. Mais si c'est le cas, c'est par métaphore, afin de souligner le caractère contre-nature de la tyrannie. Il écrit par exemple au livre 3 des Politiques, je cite, « Une tyrannie est une monarchie exerçant sur la communauté politique un pouvoir despotique. » Donc là, il y a un usage métaphorique du terme de despotisme. Cet usage métaphorique ne revient aucunement à confondre, pour Aristote, le tyran avec le despote, qui, normalement, n'exerce son pouvoir que sur des esclaves, c'est-à-dire dans le cadre domestique. Mais pour Aristote, il n'y a pas d'égalité naturelle des hommes. Les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit, comme le dit le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a une hiérarchie naturelle entre les hommes. Il y a des hommes nés pour être libres parce qu'ils ont les capacités de l'être, et puis il y a des hommes nés pour servir. Et c'est justement parce que Montesquieu refuse la hiérarchie naturelle qu'admet Aristote entre l'homme libre et l'esclave, c'est parce qu'il refuse l'idée d'un esclavage qui serait légitime par nature, eh bien qu'il va étendre et généraliser l'idée d'un pouvoir despotique. Là où Aristote dénonce la tyrannie comme un gouvernement contre nature, parce qu'il revient à traiter ses concitoyens au fond comme des esclaves, eh bien Montesquieu dénonce le gouvernement despotique comme un gouvernement contre nature, parce qu'il traite tout homme en général en esclave, parce qu'il porte atteinte à l'humanité en général. Et ce n'est pas la seule idée qui permet de rompre avec la tradition antique. Le gouvernement despotique n'est pas seulement un gouvernement qui fait violence à tous les hommes, c'est aussi un gouvernement qui menace tous les peuples. Et sur ce point encore, Montesquieu est en rupture avec la tradition, au fond, qui remonte à Aristote. Aristote dénonce le pouvoir tyrannique comme un pouvoir contre nature en Grèce. Mais il lui accorde une existence naturelle dans les peuples d'Asie, car ils sont des barbares. Aristote écrit ainsi au livre 3 des Politiques, je cite, « Les barbares étant par leur caractère plus serviles que les Grecs, et les peuples d'Asie plus serviles que ceux d'Europe, ils supportent le pouvoir despotique sans s'en plaindre. » Ainsi, pour Aristote, les peuples barbares d'Asie sont des peuples serviles par nature. Et ils sont serviles en raison du climat chaud qui règne sur ce continent, sur le continent d'Asie. Alors ici, on pourrait me dire qu'à première vue, c'est la même chose chez Montesquieu. À première vue, on serait tenté de dire que Montesquieu reprend la thèse d'Aristote, car il fait lui aussi du despotisme une donnée naturelle, localisable en Asie, quand il parle du despotisme oriental. Il écrit ainsi au chapitre 14 du livre 5 de l'Esprit des lois, « Le despotisme est, pour ainsi dire, naturalisé dans la partie du monde qu'est l'Asie. Toutefois, comme
on l'a bien entendu, hein, ici, Montesquieu recourt à une nuance. Toute la différence entre lui et Aristote est dans le pour ainsi dire. Cette nuance interdit de considérer l'influence du climat chaud qui règne en Asie comme un destin implacable. Alors on sait que Montesquieu s'attache à expliquer au livre 14 de l'Esprit des lois l'influence du climat sur la sensibilité et le caractère des hommes. Cette influence est d'autant plus redoutable qu'elle s'exerce dès le plus jeune âge et qu'elle est chronologiquement la première à intervenir dans la formation du caractère et des mœurs. Et au chapitre 4 du livre 14, Montesquieu écrit ainsi que l'empire du climat est le premier de tous les empires. Ainsi, si on comprend le propos de Montesquieu, cela signifie qu'un climat chaud, par exemple, prédispose à la paresse et à la servitude, et expose donc à l'emprise d'un gouvernement despotique. Et à l'inverse, un climat tempéré comme celui de l'Europe est beaucoup plus favorable à l'éclosion de la liberté politique. Pour autant, et j'insiste là-dessus, le climat n'exerce pas une influence fatale. Et comme l'indique Montesquieu au chapitre 4 du livre 14, il n'est pas le seul facteur qui détermine... je fais une erreur, chapitre 4 du livre 19, le climat n'est pas le seul facteur qui détermine la formation du caractère des individus et des mœurs des nations. Alors je cite ce passage, chapitre 4, donc livre 19, « Plusieurs choses gouvernent les hommes, le climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières, d'où il se forme un esprit général qui en résulte. » C'est ce que Montesquieu appelle l'esprit général d'une nation. Et s'il est vrai que le climat chaud prédispose à la servitude et se trouve d'abord localisé en Asie, il est possible à un législateur, selon Montesquieu, d'en corriger les effets en instituant ce qu'il appelle de bonnes lois. Ainsi, il écrit au chapitre 5 du livre 14, « Les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat et les bons, ceux qui s'y sont opposés. » Et s'il est vrai encore que les pays européens jouissent d'un climat tempéré et d'une certaine douceur des mœurs, l'un et l'autre étant favorables à la liberté politique, ces pays européens ne seront pas forcément toujours épargnés par le despotisme, surtout s'ils sont trop longtemps soumis aux excès de ce que Montesquieu appelle l'abus de pouvoir, c'est-à-dire, au fond, ce qu'on peut aussi considérer comme étant les tendances fortement despotiques des monarchies absolues qui règnent en Europe à cette époque, notamment la monarchie française, sous Louis XIV et ensuite. Et justement, c'est une question que va se poser ici Montesquieu. Est-ce que l'Europe ne sera pas elle-même victime du despotisme au livre 8 de l'Esprit des lois? Mais nous y reviendrons. En tout cas, c'est ça la deuxième idée. Le despotisme est une menace pour tous les peuples sans exception, pas seulement pour quelques-uns. Et il y a enfin une troisième idée, par laquelle, ici, Montesquieu rompt avec la tradition. Le despotisme est un mal politique qui ne s'appréhende pas dans la personnalité du despote, mais dans le fonctionnement du gouvernement despotique. Et là encore, je répète, sur ce point, Montesquieu rompt avec la tradition. La description traditionnelle de la tyrannie met en avant la figure du tyran. Ainsi, dans le livre 9 de la République, de Platon, le tyran est présenté comme un homme dont l'âme est déréglée. Il est la proie de désirs monstrueux, comme ceux qui s'expriment parfois dans nos rêves. Et vous avez des descriptions fabuleuses de Platon à ce propos. Ou pour prendre une référence plus moderne, comme le prince de Machiavel, le tyran ici se présente comme un homme cruel
sans aucun scrupule, mais remarquablement intelligent, remarquablement habile, comme c'est le cas de César Borgia. Quoi qu'il en soit, le despote, pour tous ses auteurs, que ce soit Platon ou Machiavel, le despote est plutôt un homme méchant. Or, pour Montesquieu, le despote n'a rien d'un monstre, ni d'un homme particulièrement intelligent et cruel. Au chapitre 5 du livre 2, il nous livre le portrait d'un despote voluptueux, paresseux et ignorant. Et c'est un portrait qui prêterait presque à sourire par son caractère grotesque. Que veut montrer ici Montesquieu? Il veut montrer que ce n'est pas le despote qui fait le despotisme, mais tout au contraire, que c'est le despotisme qui fait le despote. Je lis ici le début du chapitre 5 du livre 2. Il résulte de la nature du pouvoir despotique que l'homme seul, qui l'exerce, le fasse de même exercer par un seul. Un homme à qui ses 5 sens disent sans cesse qu'il est tout et que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Il abandonne donc les affaires. Et comme l'explique plus loin Montesquieu, en pensant ici au modèle du despote oriental qu'il a déjà présenté dans les lettres persanes, eh bien l'établissement, dit-il, l'établissement d'un vizir, est dans cet état la loi fondamentale. Alors ici, il faut préciser que le vizir est le ministre d'un despote oriental, et on se souvient que dans les lettres persanes, Montesquieu se sert de l'image du sérail pour figurer, au fond, la structure du gouvernement despotique. Il la reprend, cette image, dans l'esprit des lois. En tout cas, si je résume toutes ces analyses, qu'est-ce qui constitue en définitive l'originalité du concept de gouvernement despotique? Alors, c'est un gouvernement qui peut faire violence à tous les hommes, sans exception. C'est un gouvernement qui menace tous les peuples, sans exception. Et c'est enfin un gouvernement capricieux, sans loi, dont la violence n'est pas le résultat de la méchanceté du despote, mais celui de son propre fonctionnement. Pour employer une formule très souvent utilisée aujourd'hui, on ne peut pas diaboliser le despote. On voit en tout cas que le gouvernement despotique est un gouvernement à part entière, qui mérite d'être étudié dans la logique propre de son fonctionnement. Et sur le plan descriptif, il a donc le même statut et la même dignité que les deux autres gouvernements, le républicain et le monarchique. Toutefois, ce sera notre deuxième partie, on ne peut pas s'en tenir à un discours purement descriptif et explicatif. Examiner le gouvernement despotique, c'est examiner le pire des gouvernements. Ici, on ne peut pas se contenter d'expliquer, il faut aussi juger. Alors, les sociologues, depuis le début du XXe siècle, à peu près, les sociologues nous ont habitués à distinguer le plan des faits de celui des valeurs. Pour Durkheim, tout aussi bien que pour Max Weber, l'explication des lois et des institutions exige de l'homme de science qu'il fasse abstraction de tout jugement de valeur à leur propos. Montesquieu récuse cette distinction. Expliquer n'est pas pour lui renoncer à porter un jugement de valeur sur ce qu'on explique. Ainsi, l'explication du fonctionnement du gouvernement despotique n'est pas séparable, selon lui, d'un jugement normatif qui évalue les effets monstrueux engendrés par ce gouvernement sur les hommes qui y sont soumis. Et je reprends la formule que je citais tout à l'heure, il faut en effet mesurer que le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables. Et quand dans sa préface des origines du totalitarisme, Hannah Arendt refusera de réduire la compréhension du phénomène totalitaire à une simple connaissance neutre et objective, eh bien, elle sera, au bout du compte, très proche de Montesquieu. Mais revenons à Montesquieu. En quel sens le gouvernement despotique est-il le pire des gouvernements? En quel sens désigne-t-il pour Montesquieu le mal en politique? À première vue, il semble que la meilleure manière de savoir ce qu'est le pire,
c'est de connaître le meilleur. Et c'est ainsi que procèdent les philosophes comme Platon et Aristote, qui cherchent à déterminer quel est le meilleur régime politique. Ainsi, par exemple, si nous suivons Platon dans la République, c'est parce qu'on sait d'abord quelle est la cité juste, c'est-à-dire la cité la meilleure, et cette cité, c'est l'aristocratie, qui est le gouvernement exercé par les meilleurs, c'est-à-dire par les philosophes rois. Donc c'est parce qu'on sait d'abord quelle est la cité juste, la cité la meilleure, qu'on peut ensuite savoir en quoi consiste la corruption d'un gouvernement, et qu'on peut déterminer quel est le pire des gouvernements, c'est-à-dire la tyrannie. La tyrannie est la copie la plus dégradée du régime le meilleur, de l'aristocratie. Elle est la cité la plus injuste, qui est la copie la plus dégradée de la cité juste. Or, pour Montesquieu, cette démarche est impossible, car il est impossible de se prononcer dans l'absolu sur la nature du meilleur gouvernement. Pour lui, en politique, il n'y a pas de bien absolu, il n'y a pas de bien unique et universel, mais il y a une pluralité de biens qui varient en fonction des circonstances. Aussi, pour savoir quel est le gouvernement qui convient le mieux à un peuple, eh bien, il faut examiner sa disposition particulière, pour employer l'expression de Montesquieu. C'est-à-dire qu'il faut examiner l'ensemble des facteurs géographiques et des facteurs historiques qui déterminent sa singularité, ce que Montesquieu appelle, donc, au livre 19, l'esprit général d'une nation. Au chapitre 3 du livre 1, Montesquieu écrit ainsi, je cite, « Le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi. » Je reprends cette formule, elle est importante. Le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi. Alors ici, il faut bien entendre ce que veut dire Montesquieu lorsqu'il emploie l'expression « le gouvernement le plus conforme à la nature », car cette formule risque de prêter à contresens. Ce que Montesquieu appelle ici « nature » n'est ni ce que les anciens, comme les stoïciens par exemple, pouvaient concevoir par là, en faisant référence à un ordre du monde, à une raison divine qui organise toute chose, ni non plus la nature raisonnable de l'homme, comme l'entendent les théoriciens modernes du droit naturel. Je pense notamment au philosophe anglais du XVIIe siècle, John Locke. Pour ces philosophes du droit naturel moderne, pour Locke par exemple, un gouvernement est juste si ses institutions et ses lois sont conformes aux principes universels de justice qui émanent de la raison humaine, et ce qu'ils appellent le droit naturel. Or, pour Montesquieu, le gouvernement le plus conforme à la nature n'est pas un gouvernement conforme à la raison, de quelque manière qu'on comprenne ce terme, à la façon des anciens ou des modernes, mais c'est un gouvernement qui convient le mieux au peuple auquel il se rapporte. Et ici, la notion de nature, le terme de nature, désigne la nature de la chose à laquelle se rapporte le gouvernement. Et quelle est la chose à laquelle se rapporte le gouvernement? C'est le peuple. C'est toujours un peuple particulier. Donc si je résume, rechercher le meilleur gouvernement, ce n'est pas rechercher le meilleur gouvernement dans l'absolu, mais c'est rechercher celui qui vaut le mieux pour un peuple particulier, celui qui est le plus conforme à sa nature. Or, dans le cadre de cet examen, on peut se demander lequel du gouvernement républicain ou du gouvernement monarchique convient le mieux à un peuple, mais en aucun cas, on ne peut envisager la possibilité du gouvernement despotique, qui est le pire des gouvernements, pour tous les peuples sans exception. C'est-à-dire, si on ne peut pas dire dans l'absolu quel est le meilleur gouvernement, on peut en revanche affirmer dans l'absolu quel est le pire. Et le pire, c'est le gouvernement despotique. C'est le pire des gouvernements en ce qu'il transgresse ce que Montesquieu appelle les lois de la nature, qui sont, comme il l'explique au chapitre 2 du premier livre de l'Esprit des lois, les lois constitutives de notre être. C'est-à-dire ici que la norme ici qui permet
de déterminer le mal engendré par le gouvernement despotique est donné par la connaissance donc des lois de la nature. Mais là encore, il y a un contresens à éviter. Il faut éviter de confondre ce que Montesquieu appelle ici les lois de la nature avec ce que les philosophes du droit naturel comme Locke, par exemple, appellent le droit naturel. Les lois de la nature dont parle Montesquieu ne sont pas les règles d'un droit naturel que l'homme peut connaître par la raison et considérées comme des normes universelles de justice auxquelles tout législateur doit se conformer pour établir des lois justes. Les lois de la nature ne sont pas pour Montesquieu des règles prescrites par la raison. Je le redis, ce sont des lois constitutives de notre être sensible, de notre être de chair, qui cherche sa conservation et son bien-être en entrant en compagnie avec ses semblables. Et ici, c'est très intéressant de montrer la manière ici dont Montesquieu conçoit ces lois de la nature. Pour lui, l'homme est d'abord un être sensible, avant d'être un être capable de raisonner, avant d'être un être capable de connaissance intellectuelle. Alors, Rousseau ne dira pas autre chose dans son discours sur l'origine de l'inégalité. Mais contrairement à ce que dira Rousseau, Montesquieu montre qu'il y a dans la sensibilité même de l'homme une ouverture aux autres qui lui permet de développer ses facultés, comme la raison, et d'acquérir ainsi des connaissances. Et c'est grâce effectivement à ce rapport aux autres et au développement de ces facultés que les hommes vont pouvoir élaborer des lois, qui pourront instituer des lois, et entrer dans un univers politique. Toujours est-il que les lois de la nature sont, donc pour Montesquieu, bien sûr, des exigences universelles qui se font sentir en tous les hommes, quel que soit le peuple auquel ils appartiennent. Et c'est pour désigner leur présence en chacun de nous qu'il arrive souvent à Montesquieu de recourir à une métaphore, la métaphore de la voie de la nature, voie VOIX bien sûr. Alors si les lois de la nature étaient rationnelles, elles prescriraient aux législateurs ce qu'ils doivent faire en instituant des lois. Mais encore une fois, je répète, ce ne sont pas des lois rationnelles, ce sont les lois d'un être sensible. Aussi font-elles seulement sentir en nous ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne doit pas être. En d'autres termes, elles fixent la limite de ce qui est acceptable. Ces lois s'expriment parfois à travers l'écriture du philosophe, quand précisément il aborde l'examen de la pratique, des pratiques des gouvernements despotiques. Et comme le montre le chapitre 17 du livre 6, ce sont elles qui lui interdisent de s'en tenir à une explication neutre de ces pratiques, de s'en tenir à un discours purement descriptif et rationnel du fonctionnement du gouvernement despotique. Prends un exemple. Ainsi, quand sa raison lui permet d'expliquer pourquoi la torture est en cohérence avec la logique du gouvernement despotique, la voie de la nature rappelle à l'ordre le philosophe. Elle lui intime de ne pas aller jusqu'au bout de cette explication, comme si un discours purement explicatif revenait au fond à occulter la souffrance monstrueuse engendrée par la torture. Je cite ainsi un extrait de ce chapitre 17 du livre 6. J'allais dire, il parle de la torture, j'allais dire qu'elle pourrait convenir dans les gouvernements despotiques où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement. J'allais dire que les esclaves chez les Grecs et chez les Romains, et là, la phrase de Montesquieu s'arrête brutalement, il ne la termine pas, il laisse 3 points de suspension, et il reprend, mais j'entends la voix de la nature qui crie contre moi. Vous voyez, ici, c'est tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme s'il y avait une sorte de cri du cœur qui empêche en quelque sorte de s'en tenir à un discours purement explicatif, neutre, objectif. En montrant ainsi que le gouvernement despotique est le pire,
car il est celui qui cause à la nature humaine des maux effroyables. Les lois de la nature, donc, permettent de mesurer aussi, par contraste avec lui, la valeur des gouvernements modérés, dont les lois protègent la vie et la liberté des citoyens. Sans ce cadre, l'homme serait condamné à vivre dans la crainte. Le gouvernement despotique, en effet, fait régresser les hommes dans la condition d'une bête traquée que tout fait trembler et tout fait fuir, pour reprendre ici des formules qui se trouvent dans le chapitre 2 du livre 1. On mesure ici qu'il n'y a de vie vraiment humaine que dans le cadre des lois. On mesure que la liberté n'est pas une donnée naturelle, qu'elle n'est rien en dehors de l'institution des lois d'un gouvernement. Hannah Arendt saura évidemment se souvenir de cette leçon. Et nous abordons maintenant notre troisième partie. Il est temps en effet d'aborder maintenant l'examen du gouvernement despotique. Pour étudier les différentes espèces de gouvernement, Montesquieu utilise un couple de notions. Il faut ainsi, selon lui, considérer pour chaque espèce de gouvernement sa nature et son principe. Alors, la nature d'un gouvernement désigne sa structure, ou, comme le dit Montesquieu, elle désigne ce qui le fait être tel, soit républicain, soit monarchique, soit despotique. Le principe d'un gouvernement est, comme le dit Montesquieu, ce qui le fait agir. C'est-à-dire que le principe désigne son ressort. Il est la passion dominante qui détermine l'obéissance des gouvernants et des gouvernés et lui permet de se conserver. Autrement dit, la nature d'un gouvernement n'est rien sans son principe. Elle ne s'accomplit que dans la mesure où elle est animée par ce principe, c'est-à-dire la passion qui lui permet de se conserver. Or, le principe nécessaire à un gouvernement est différent selon sa nature. Ainsi, la passion nécessaire à la conservation d'un gouvernement n'est pas la même selon le type de gouvernement. Pour obéir aux lois de la République, il faut que les citoyens soient animés par la vertu, c'est-à-dire l'amour des lois. Quant au gouvernement despotique, il lui faut la crainte. Il ne peut se maintenir que s'il se fait craindre. La crainte est donc le principe du gouvernement despotique. Alors, considérons d'abord le gouvernement despotique dans sa nature. On voit tout de suite qu'il s'agit d'un gouvernement dont la structure est minimale. La politique y est réduite au minimum. D'ailleurs, si on regarde bien la définition que Montesquieu donne du gouvernement despotique, il s'agit d'une définition purement négative. Je cite à nouveau. C'est un gouvernement où un seul, sans loi et sans règles, y entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Et comme je l'ai dit, Montesquieu n'emploie aucunement le verbe gouverner pour caractériser son fonctionnement. Au chapitre 14 du livre 5, d'ailleurs, Montesquieu fait une présentation du gouvernement despotique qui montre tout ce qui lui fait défaut. Il n'a pas de loi constitutionnelle et par conséquent, il n'y a pas de loi de succession. C'est-à-dire que c'est un État qui tend à se confondre avec la personne du despote. Si vous voulez, contrairement à une monarchie où quand le roi meurt, on dit « vive le roi », eh bien dans l'État despotique, si le despote disparaît, il faudra qu'un autre despote se débrouille pour prendre le pouvoir. Deuxième point, il n'a pas de loi civile qui protège, par exemple, la propriété de ses sujets, puisque le despote peut aller jusqu'à se déclarer le propriétaire de tous les fonds de terre et l'héritier de tous ses sujets. Mais surtout, le plus remarquable, c'est qu'il n'a pas de loi fondamentale. Si on entend par là des règles de droit organisant sa structure. Et quand Montesquieu écrit au chapitre 5 du livre 2 que la loi fondamentale dans cet État est l'établissement d'un vizir, il ne se contredit pas. Cette formule a bien sûr un sens ironique. L'établissement d'un vizir n'est pas réellement une règle de droit. C'est seulement une règle de fonctionnement qui révèle le caractère misérable du gouvernement despotique.
Et en l'examinant de près, on voit en effet, comme je l'ai dit, qu'il ne gouverne pas, mais se contente de commander. En effet, c'est un gouvernement qui est au service exclusif des passions du despote. Or, le despote n'a ni le temps, ni la patience, ni l'envie de s'occuper des affaires de l'État. Je reprends cette formule. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu'il est tout, abandonne donc les affaires. Et comme le despote est entièrement soumis à ses caprices et se consacre exclusivement à eux, il a besoin de déléguer son pouvoir et de le transmettre à un vizir. Ainsi, le gouvernement despotique est un gouvernement paradoxal. Paradoxal en ce que le gouvernant se décharge de l'exercice du gouvernement. Paradoxal encore en ce que plus il cherche à accroître ses plaisirs à l'intérieur de son sérail, et plus il se détourne des affaires du gouvernement. Et on a même ici affaire à une véritable contradiction interne, puisque d'un côté, la jouissance du despote exige une consommation toujours plus grande de richesses, donc elle exige un accroissement de son empire, donc elle exige des guerres de conquête. Donc d'un côté, la jouissance se traduit par cet accroissement, et puis de l'autre, plus l'empire s'agrandit, et plus le despote se détourne des affaires du gouvernement pour se livrer à ses plaisirs. On voit ici que ce processus contradictoire est extrêmement dangereux, évidemment pour le despote, car il risque de le conduire à sa perte. On voit en tout cas que ce gouvernement n'exige aucune intelligence, aucun savoir. Il est le degré zéro de la politique. Je cite Montesquieu, chapitre 14 du livre 5, « Un gouvernement despotique saute, pour ainsi dire, aux yeux. Il est uniforme partout. Comme il ne faut que des passions pour l'établir, tout le monde est bon pour cela. » Et pour illustrer la nullité de ce gouvernement, Montesquieu utilise une image assez remarquable au chapitre 13 du livre 5. Voilà ce qu'il écrit dans ce chapitre très court. « Idée du despotisme. Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique. » Ainsi, le despote est pareil à ces sauvages, qui, pour cueillir un fruit, coupent l'arbre au pied, sans réfléchir un instant que l'arbre qu'ils coupent pourrait leur donner longtemps d'autres fruits. Mais le despote veut satisfaire immédiatement son désir, sans aucune réflexion sur les moyens de sa réalisation. Alors Montesquieu emploie deux termes pour caractériser ce gouvernement. Il est uniforme, comme on vient de le voir, et il ne connaît que la simplicité. Je prends un exemple, qu'on observe par exemple ici, la simplicité des lois pénales de ce gouvernement. Il ne connaît qu'une forme de justice expéditive. C'est l'exemple ici de l'état despotique turc de l'époque. Je cite, chapitre 2 du livre 6. En Turquie, où l'on fait très peu attention à la fortune, à la vie, à l'honneur des sujets, on termine promptement, d'une façon ou d'une autre, toutes les disputes. La manière de les finir est indifférente, pourvu qu'on finisse. Le gouvernement despotique, donc, est un gouvernement brutal. Mais s'il est brutal, ce n'est pas vraiment du fait de la méchanceté des gouvernants et de ses exécutants, mais c'est parce qu'il est brut dans son propre fonctionnement et n'exécute qu'un mouvement uniforme et aveugle. Et là encore, Montesquieu utilise une image pour caractériser ce mouvement. Il le compare à une boule. Les ordres du despote s'exercent comme une boule jetée aveuglément contre une autre. Les ordres du despote sont communiqués au vizir, qui lui-même aussitôt les transmet à un officier, sans que jamais ces ordres ne soient discutés, examinés, réfléchis. Ils s'abattent ainsi, en définitive, telle une boule en chute libre, sur les sujets. Si on examine maintenant le principe du gouvernement despotique,
on voit qu'il en fait un usage dispendieux. S'il veut en effet se maintenir, il doit sans cesse se faire craindre. Il n'a pas d'autre moyen pour obtenir l'obéissance des sujets que de les tenir par la crainte. Sitôt qu'elle se relâche, ou comme dit Montesquieu, sitôt que le prince cesse un moment de lever le bras, tout est perdu. C'est ce qu'il écrit au chapitre 9 du livre 3. Et contrairement aux gouvernements modérés, qui peuvent agir avec une économie de moyens, eh bien, le gouvernement despotique est contraint de faire un usage constant et un usage maximal de son principe, donc la crainte. Les gouvernements modérés sont, comme le dit Montesquieu, des chefs-d'œuvre de législation dans lesquels les puissances, les forces, sont combinées, réglées, tempérées et peuvent agir de concert. Et grâce à ce mécanisme réglé, c'est un mécanisme d'horlogerie en quelque sorte, grâce à ce mécanisme réglé, où il y a des poids et des contrepoids, eh bien, ces gouvernements modérés peuvent faire un usage économique de leurs moyens. Et c'est vrai d'ailleurs, surtout pour Montesquieu, du gouvernement monarchique. Et ici, il faut se défaire d'un préjugé. Celui qui consiste à croire que plus un gouvernement use de la force, et plus il est puissant. Or, c'est exactement le contraire. Loin que l'excès soit le signe de la toute-puissance, c'est l'inverse qui est vrai. Un pouvoir est excessif parce qu'il est impuissant. Et contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas les gouvernements despotiques qui sont les plus puissants, ce sont les gouvernements modérés. Un pouvoir qui n'a pas de limite est condamné à l'impuissance. Un pouvoir limité et puissant. Paradoxe auquel il faut réfléchir. Il suffit pour s'en convaincre de réfléchir au problème de l'efficacité des peines. On croit souvent que plus les peines seront sévères et plus elles seront efficaces. Dans les gouvernements despotiques, les peines sont d'une extrême sévérité puisqu'elles doivent sans cesse entretenir la crainte. Or, Montesquieu montre que les gouvernements modérés n'ont pas besoin d'une telle sévérité, qui s'avère en réalité inefficace. En effet, plus les hommes s'habituent à des peines sévères et plus ils deviennent insensibles. Et moins ces peines sont dissuasives. Alors les gouvernements despotiques sont pris dans une spirale infernale. Comme le seuil de sensibilité des hommes diminue à mesure que les peines sont sévères, eh bien, ils se voient en quelque sorte contraints de recourir à des peines encore plus sévères. Et cette surenchère n'a pas de fin, et elle est totalement dérisoire. Et comme l'écrit Montesquieu au chapitre 12 donc du livre 6, alors le texte est assez intéressant, on a prétendu augmenter la peine, et on l'a réellement diminuée. Il ne faut point mener les hommes par des voies extrêmes. On doit ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. On examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines. C'est-à-dire que la nature nous a donné des moyens limités. Les hommes ont une sensibilité dont il faut savoir tenir compte. Ce n'est pas en utilisant des peines extrêmement violentes qu'on va réussir finalement à obtenir leur obéissance. Au contraire, ils vont devenir de plus en plus insensibles. Donc si dans le gouvernement despotique, l'usage de la crainte expose le gouvernant et ses exécutants à l'impuissance, eh bien, cet usage de la crainte conduit les sujets, eux, à l'inertie. Parce que la crainte est surtout une passion inhibitrice, destructive, qui condamne les hommes à s'isoler les uns les autres et les décourage de toute initiative. Dans le livre 4, Montesquieu écrit « Dans les États despotiques, chaque maison est un empire séparé. » Chacun chez soi. On se replie sur soi-même. La crainte stérilise les capacités humaines. Condamnés à survivre comme des bêtes traquées, les hommes ne se préoccupent que de leur survie. Et ils sont incapables de se consacrer à des projets. Je cite Montesquieu, chapitre 14, livre 5. Dans ces états, on ne répare, on n'améliore rien, on ne fait point de fossés, on ne plante point d'arbres, on tire tout de la terre, on ne lui rend rien, tout est en friche, tout est désert. J'en viens à ma
quatrième partie. Quatrième partie. Alors on a vu que le gouvernement despotique est un gouvernement impuissant, un gouvernement fragile. Malheureusement, et c'est ça le risque, il est celui que les autres gouvernements, les gouvernements modérés, risquent de devenir s'ils n'y prennent garde. S'ils ne préservent pas en eux les dispositifs qui leur permettent de modérer et de limiter le pouvoir. C'est le grand danger qui guette en effet tous les gouvernements modérés, eh bien c'est ce que Montesquieu appelle, au livre 11, l'abus de pouvoir. Je cite ce passage très célèbre, chapitre 4, livre 11, « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. » Donc on glisse ici inévitablement dans l'abus de pouvoir quand un homme, une assemblée, ou même le peuple tout entier, concentre entre ses mains tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs, judiciaires. C'est pourquoi le problème politique essentiel est de savoir comment éviter qu'un gouvernement modéré ne tombe dans le despotisme. C'est ça le problème essentiel qu'aborde Montesquieu dans l'esprit des lois. Et comme l'explique Montesquieu au chapitre 8 du livre 8, je cite, « L'inconvénient n'est pas lorsque l'État passe d'un gouvernement modéré comme de la République à la monarchie ou de la monarchie à la République, mais quand il tombe et se précipite du gouvernement modéré au despotisme. » Et pour éviter cette chute, il faut savoir quels sont les dispositifs qui permettent à un gouvernement modéré d'éviter une concentration du pouvoir, des pouvoirs, dans les mêmes mains. Je prendrai ici deux exemples. Pour éviter par exemple que la démocratie, qui est le pouvoir du peuple, pour éviter que la démocratie ne dégénère en ce que Montesquieu appelle le despotisme de tous, eh bien, il faut corriger la tendance du peuple à abuser du pouvoir par des procédures aristocratiques, celles justement qui permettent d'élire des représentants, comme l'indique Montesquieu au chapitre 6 du livre 11. Deuxième exemple, pour éviter que la monarchie ne tombe dans le despotisme d'un seul, c'est-à-dire pour éviter que le roi tout simplement ne se transforme en despote, et évidemment Montesquieu pense à Louis XIV, eh bien il faut le rôle modérateur des pouvoirs intermédiaires, que sont la noblesse et les parlements. Cette réflexion montre en tout cas que le despotisme n'est pas simplement le gouvernement despotique. Par-delà le gouvernement despotique, le despotisme est une potentialité négative que tous les gouvernements modérés risquent de développer et qu'il faut prévenir. Le despotisme se manifeste comme une force négative qui menace de l'intérieur tous les gouvernements modérés en concentrant le pouvoir et en l'attirant vers toujours plus de pouvoir. Quant au gouvernement despotique lui-même, on voit qu'il s'agit d'un gouvernement intrinsèquement corrompu qui tend de lui-même à se détruire, qui ne devrait pas en tout cas se maintenir à l'existence. Et c'est là en effet tout le paradoxe de sa nature. Comme l'écrit Montesquieu au chapitre 10 du livre 8, c'est un gouvernement, dit-il, qui périt par son vice intérieur. Et la nature vicieuse en effet de son principe, qui est la crainte, le corrompt sans cesse et explique qu'il ne puisse pas durer et se conserver. Rappelons-nous en effet que la crainte est une passion contre-productive qui inhibe toutes les capacités humaines et rend impossible toute véritable société. Mais alors, si normalement un gouvernement despotique ne devrait pas pouvoir exister, ne devrait pas pouvoir se maintenir à l'existence, comment expliquer qu'il puisse y en avoir et qu'on puisse parler de son existence? Et ici, il y a un autre paradoxe que celui de Montesquieu, encore au chapitre 10 du livre 8. Je cite, « Le gouvernement despotique périt par son vice intérieur lorsque quelque cause accidentelle n'empêche point son principe de se corrompre. » Je reprends. « Le gouvernement despotique périt par son vice intérieur lorsque quelque cause accidentelle n'empêche point son principe de se corrompre. » Expliquons. Ainsi, le gouvernement despotique, qui devrait de lui-même se corrompre et périr, ne périt pas dans les faits lorsque des causes accidentelles, c'est-à-dire des facteurs extérieurs indépendants de sa nature, lorsque des causes accidentelles l'empêchent de périr.
Et quelles sont ces causes accidentelles? Ce sont, dit Montesquieu, des circonstances tirées du climat, de la religion ou du génie du peuple qui forcent ce gouvernement à suivre quelques ordres et à souffrir quelques règles. Je reprends cette citation. Ce sont des circonstances tirées du climat, de la religion ou du génie du peuple qui forcent ce gouvernement à suivre quelques ordres et souffrir quelques règles. Je donnerai 2 exemples qui permettent de vérifier la loi que vient ici d'énoncer Montesquieu. Celui de la religion mahométane, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, la religion musulmane, qui tempère le pouvoir du despote turc. Alors cet exemple est examiné au chapitre 14 du livre 5, au chapitre 10 du livre 3, pas très politiquement correct. Et puis l'exemple du gouvernement despotique chinois, dont le pouvoir se trouve tempéré par l'action du climat, chapitre 21 du livre 8. Alors pour ne pas être trop long, je me limiterai au 2e, et je laisserai le soin d'aller lire tout ce qui concerne le premier aux adhérents de Philopope. Le gouvernement chinois est un gouvernement qui a une apparence d'ordre, et celle-ci peut faire croire qu'il n'est en rien un gouvernement despotique. C'est ce que pensent du moins à l'époque les missionnaires qui sont allés en Chine et qui sont revenus admiratifs. C'est-à-dire au fond, de même qu'aujourd'hui Jean-Pierre Raffarin est admirateur au fond de la Chine populaire, et bien là vous avez à l'époque aussi des missionnaires qui admiraient tout autant l'Empire de Chine. En réalité, l'empereur chinois est bien un despote, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et c'est ce que va démontrer ici Montesquieu. Pour conserver son pouvoir, en effet, il est contraint de tenir compte de la force du climat. Or, on a affaire en Chine à un climat chaud pour l'essentiel. Un climat qui, en stimulant la fécondité des femmes, entraîne une démographie galopante et expose ainsi l'Empire chinois à des famines qui risquent elles-mêmes d'entraîner des soulèvements populaires. Alors, évidemment, pour éviter tout cela, le despote est contraint, malgré lui, de s'occuper du peuple, de veiller à ce qu'il puisse assurer sa subsistance par un travail infatigable qui demande toute une organisation. Alors, s'il n'y avait pas la force du climat pour le contrarier, le gouvernement despotique chinois irait à sa perte, inévitablement. En réalité, aucun gouvernement despotique n'existe à l'état pur. Il n'existe au fond que sous une forme impure. Il n'existe que parce que son pouvoir se trouve limité par des facteurs extérieurs, comme le climat, dans le cas de la Chine, ou la religion, dans le cas de l'Empire turc. Et j'en viens, enfin et maintenant, à ma 5e partie. J'en viens maintenant au rapport qui existe entre la pensée d'Hannah Arendt et puis celle de Montesquieu. Alors je suis évidemment, ce que je dirais sera tout de même assez élémentaire, puisque nous verrons cela ensemble dans les prochaines conférences, dans les prochaines séances. Hannah Arendt fait souvent référence à Montesquieu, notamment dans le dernier chapitre du système totalitaire, c'est-à-dire le 3e et dernier tome des origines du totalitarisme. Et plus largement aussi encore dans un article important qui a pour titre « La nature du totalitarisme ». Donc Hannah Arendt fait souvent référence à Montesquieu, surtout quand elle a besoin de présenter et de justifier le concept de totalitarisme. Elle trouve chez lui une parenté d'inspiration et une parenté de méthode. Une parenté d'inspiration d'abord, puisque ici, Hannah Arendt est sensible au fait que Montesquieu insiste sur la fragilité de l'être humain. Déjà avant elle, Montesquieu montre que l'homme ne peut vivre humainement que par et dans un cadre politique. Il montre que la liberté n'est pas une donnée naturelle. Il montre qu'elle n'existe que si les hommes peuvent vivre ensemble sous des lois communes, dans un État, et être ainsi protégés de l'arbitraire. La crainte qu'inspire un gouvernement despotique détruit à l'inverse toute liberté politique. La crainte est un principe anti-politique qui isole les hommes, qui les rend impuissants et va jusqu'à les faire régresser à la condition d'une bête traquée. Je reprends la formule de Montesquieu, chapitre 2, livre 1, que tout fait trembler, que tout fait fuir.
Et qu'il s'agisse ici du despotisme selon Montesquieu ou du totalitarisme selon Hannah Arendt, c'est le même enjeu. Il en va de la nature humaine. Hannah Arendt montrera ainsi que la domination totalitaire n'a d'autre but que de transformer la nature humaine. Et cette entreprise est justement mise en œuvre dans les camps. Elle consiste à éradiquer la liberté humaine et à réduire l'homme à une espèce animale dont chaque individu n'est qu'un spécimen. Alors on comprend ainsi pourquoi Hannah Arendt aime tant à citer deux passages de l'Esprit des lois de Montesquieu. Et je vais les citer parce que je crois qu'ils sont importants, c'est vrai. Dans le premier, c'est au chapitre 8 du livre 8 de l'Esprit des lois, Montesquieu exprime ses craintes quant au risque du despotisme qui menace à son époque l'Europe. Je cite. « La plupart des peuples d'Europe sont encore gouvernés par des mœurs. Mais si par un long abus de pouvoir, si par une grande conquête, le despotisme s'établissait à un certain point, il n'y aurait pas de mœurs ni de climat qui tinssent. Et dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffrirait, au moins pour un temps, les insultes qu'on lui fait dans les trois autres. » Le despotisme a déjà triomphé dans les trois autres continents. Il menace maintenant l'Europe. Hein, c'est Montesquieu qui dit ça au XVIIIe siècle. Hein. La liberté, au fond, ne subsiste en Europe qu'à la faveur précaire du climat tempéré et puis de la douceur des mœurs. Mais si l'abus de pouvoir propre aux monarchies absolues, on pense toujours à la monarchie française, si l'abus de pouvoir s'installe durablement, eh bien, est-ce que le despotisme ne finira pas par triompher aussi en Europe? Le deuxième passage de Montesquieu cité par Hannah Arendt, lui, se trouve dans la préface de l'Esprit des lois, et il est très important. Je cite, « L'homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux passions et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre et d'en perdre jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui dérobe. » Formule très importante, passage très important. L'homme est un être flexible, dit Montesquieu. Ça veut bien dire que sa nature n'est pas celle d'un être immuable. Ça veut dire ici qu'il y a des circonstances sociales, des événements politiques qui peuvent la modifier. Et certains jusqu'au point de faire perdre aux hommes le sentiment de leur humanité. Le despotisme est précisément cette entreprise qui peut aller jusqu'à dérober à l'homme sa nature en le privant de la liberté politique, en le réduisant à la condition d'une bête traquée. Mais si Hannah Arendt est si proche de Montesquieu par son inspiration et par son souci, comment expliquer qu'elle ne reprenne pas simplement le concept de totalitarisme, de despotisme, et tienne à inventer celui de totalitarisme? Alors je voudrais ici montrer brièvement, parce que je ne ferai pas plus, je voudrais montrer brièvement que c'est en s'appuyant justement sur la démarche de Montesquieu qu'Hannah Arendt va montrer la nouveauté du concept de totalitarisme. Et c'est en revenant à la classification des espèces de gouvernement de Montesquieu, et surtout en réutilisant les notions de nature et de principe qu'utilise Montesquieu, eh bien, qu'elle va forger le concept de gouvernement totalitaire, en montrant précisément ce qui distingue ce gouvernement du gouvernement despotique. C'est-à-dire, au fond, pour inventer ce concept nouveau de totalitarisme, Hannah Arendt, d'une certaine manière, reproduit le geste de Montesquieu. On pourrait croire, et là, la présentation, je répète, c'est vrai, on verra ça plus longuement plus tard, on pourrait croire que par sa nature, le gouvernement totalitaire est un gouvernement arbitraire, comme le gouvernement despotique. Or, il n'est ni arbitraire, ni sans loi. Il gouverne au nom de lois. Mais ces lois, nous le verrons, n'ont aucun caractère juridique. Par loi, ici, on n'entend pas les lois instituées par les hommes, qui constituent un cadre stable pour leurs actions,
et leur fixe des limites. Les lois dont se prévaut le gouvernement totalitaire, ce sont des lois suprahumaines, qui ne dépendent pas de la décision, de la délibération des hommes. Ce sont des lois suprahumaines qui sont censées s'imposer selon une nécessité implacable dans l'histoire. Le gouvernement totalitaire nazi, par exemple, invoque les lois supérieures de la nature, les lois raciales, qui commandent la domination de la race aryenne sur les autres races et l'anéantissement de la race juive. Ainsi, ce qui caractérise le gouvernement totalitaire, ce n'est pas la volonté capricieuse d'un despote, puisque, au fond, le chef du gouvernement totalitaire est censé n'être que l'exécutant, finalement, de la loi suprême. Ce n'est pas l'arbitraire de la force qui caractérise le gouvernement totalitaire, mais bien plutôt la terreur. Et ce que, ici, Hannah Arendt va appeler la terreur, n'a rien à voir avec la crainte. On pourrait penser que c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec la crainte, qui est le principe du gouvernement despotique. La terreur n'est pas, ici, un simple moyen au service du gouvernement totalitaire, elle est sa propre finalité. Elle constitue, dit Hannah Arendt, l'essence même du gouvernement totalitaire. Elle constitue sa nature, dans la mesure où celui-ci est l'instrument qui permet aux lois suprêmes, au fond, de s'accomplir. Je cite juste un extrait du dernier chapitre du système totalitaire d'Hannah Arendt, qui est très explicite. La terreur totale, l'essence du régime totalitaire, n'existe ni pour les hommes ni contre eux. Elle est censée fournir aux forces de la nature de l'histoire un incomparable moyen d'accélérer leur mouvement. Et alors que le gouvernement despotique a besoin de susciter la crainte pour s'imposer, alors qu'il est le pouvoir d'un seul contre tous les autres, eh bien la terreur constitutive du gouvernement totalitaire, eh bien elle revient ici à imposer au fond une loi suprême, une loi supérieure, comme la loi au fond de la domination de la race aryenne, sur la terre tout entière. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, d'ailleurs, c'est à partir du moment où toute forme d'opposition politique est écrasée et anéantie, eh bien que la terreur se déploie. Que la terreur se déploie alors même que le pouvoir n'a plus à craindre la moindre opposition. Et quant à ce que Montesquieu appelle le principe du gouvernement, eh bien le gouvernement totalitaire n'en a besoin d'aucun. Je m'explique. Il ne requiert pas l'adhésion ou le consentement des hommes, comme c'est le cas par exemple du gouvernement républicain ou du gouvernement monarchique, chez Montesquieu. Il ne vise même pas à inspirer aux hommes de la crainte, comme c'est le cas du gouvernement despotique. Il n'en a aucunement besoin puisqu'il supprime toute possibilité d'action. Et ce qui lui tient lieu de principe, parce que, bon, d'une certaine manière, Hannah Arendt reprend le terme, même si, bien sûr, elle change son contenu, ce qui lui tient lieu de principe, ce principe donc n'est pas une passion, ce qui lui tient lieu de principe à ce gouvernement totalitaire, c'est ce que Hannah Arendt appelle l'idéologie. L'idéologie. Alors, comme l'explique, comme l'a défini ici Hannah Arendt, une idéologie, c'est la logique d'une idée. C'est-à-dire cette idée est censée expliquer l'intégralité du réel. Elle est censée se réaliser par elle-même dans l'histoire. Et la croyance idéologique, c'est la croyance sur la toute-puissance d'une idée. Par exemple, l'idée d'une domination raciale de la race aryenne. Et contrairement au gouvernement despotique, qui selon Montesquieu s'avère impuissant face à la réalité, eh bien, le gouvernement totalitaire, au contraire, est investi par la toute-puissance d'une idée, à laquelle rien ne résiste, à laquelle rien ne doit résister, et qui est censée se réaliser dans toute sa cohérence. Et comme on le verra, je terminerai là-dessus cette présentation, l'idéologie est un puissant moteur de mobilisation des masses qui n'appelle aucune adhésion, puisque une adhésion repose sur la conscience individuelle, mais elle exerce une séduction irrésistible qui écarte toute pensée qui pourrait, au fond, la mettre en question.
Elle opère ce qu'on pourrait appeler une véritable anesthésie du jugement. Nous reverrons bien sûr tout cela lors des 2 dernières séances que nous consacrerons cette année à la lecture des origines du totalitarisme. Et je vous remercie de votre attention. À bientôt.